Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine pour un bonjour d'Algérie qui va essayer d'abord de s'intéresser dans un premier temps à l'intelligence artificielle et ses domaines d'application. C'est vrai que maintenant c'est un peu à la mode, c'est récurrent dans tous les domaines. On vous sort cette. On va l'utiliser à bon escient. Le professeur Salim Bouguermouh viendra nous en parler en compagnie de Raja Ferghani, puisqu'ils sont en train d'animer des journées scientifiques au CRAT, au Centre de recherche en aménagement du territoire de Constantine, justement sur l'intelligence artificielle et ses applications. Dans la deuxième partie, nous allons parler de football. Ah oui, ça arrive rarement, mais on arrive quand même à parler football avec le jubilé de deux grandes figures du football constantinois. D'abord, Rachid Khaïn, le fameux milieu de terrain du Mouloudia de Constantine des années 70. Et ensuite, Samir Benkenida, qui a pris le relais vers les années 80-90. Le jubilé est prévu le 8 mai, c'est-à-dire jour de la mémoire. On parlera aussi, donc le 8 mai, puisque c'est dans quelques jours, pardon, on parlera du 8 mai et Mohamed Sadek, qui est journaliste à Mila, viendra justement nous parler d'un petit patelin parce qu'on parle du 8 mai à Guelma, à Kharrata, à Sétif, mais on ne parle pas des autres régions. Et il va nous raconter l'histoire de son livre qu'il a écrit sur les 119 victimes à Ferjiwa, dans la wilaya de Mila. Voilà le programme, comme on a pris l'habitude. On va se balader sur Constantine avec la belle voix du maestro Ferghani Rabbi Yarhamou qui nous chante le bourri à sa manière. حين وصلت لمدينة الهواء عقلي طاير قدمت على الموت قدمت على الموت. Voilà, j'espère que la balade vous a plu, surtout qu'on est en plein printemps, il fait très beau. C'est le moment idéal de faire une petite balade, bien sûr la balade matinale, pour souffler et prendre de l'air dans les poumons. Mais ce n'est pas le sujet de l'heure de cette première partie d'émission, puisque nous allons nous parler, nous intéresser à l'intelligence artificielle et ses domaines d'application. Et comme les domaines d'application sont très multiples, on va essayer de cerner un peu ce qu'il y a autour de cette intelligence artificielle. On va commencer, on va être galant, on va commencer par les dames. Merci. Voilà, Raja Ferghani, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du comité d'organisation de ces journées sur l'intelligence artificielle au Centre de recherche en aménagement du territoire de Constantine. Oui. Marhaba bik. Allah yaslimek, merci beaucoup. Merci pour l'opportunité d'être parmi vous, comme à chaque fois. On a la bienvenue chez vous. Merci. Non, bienvenue chez vous, parce que on oublie que c'est un espace, c'est un service public, et vous faites partie des gens qu'on aime recevoir justement pour parler des sujets. Merci. Et là, vous nous ramenez quelqu'un de très intéressant, Oui. une personne que l'on aimerait avoir tout le temps chez nous, mais bon, professeur Salim Bouguermouh, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Merci beaucoup. Merci d'être là aussi. Parce que Merci de me recevoir. Oui, c'est très gentil. Alors, on va juste donner la parole à Madame Raja Ferghani pour nous parler d'abord de cet événement qui est quand même très intéressant. Alors, l'événement, c'est un workshop sur 3 jours sur l'IA, l'usage de l'IA. Donc, il est intitulé Artificial Intelligence Catalyst Workshop. Donc, son objectif, c'est un petit peu de parler des horizons de l'usage de l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique, son innovation. Et donc, on avait l'opportunité d'avoir Dr Salim Bouguermouh parmi nous, qui est un scientifique algérien avec une expertise confirmée à l'échelle internationale dans l'usage de l'IA dans le domaine de la recherche scientifique, notamment dans le domaine de la biotechnologie, la prédiction, la cartographie pandémique, etc. On a reçu aussi Dr Snoussi, qui est aussi un scientifique algérien de la diaspora, qui travaille sur l'usage de l'IA dans les énergies renouvelables, dans les systèmes automatiques, les voitures intelligentes, etc. Et donc, pourquoi cet événement? En fait, aujourd'hui, on voit que l'IA, son usage, il est en train de toucher à tous les domaines. Ça, c'est devenu vraiment en vogue. C'est très à la mode, il faut le dire.
Oui, mais en même temps, ça a quand même prouvé son utilité dans les domaines. Ça a commencé par l'industrie, mais après on a passé vers l'énergie, vers la santé, la mobilité, etc. Et donc nous, en tant que centre de recherche national qui s'intéresse à l'aménagement du territoire, on essaie un petit peu de ramener les spécialistes autour d'une table pour faire un échange qui nous permettra vraiment de comprendre les challenges auxquels on fait face. Le workshop, il est là par rapport à notre intérêt à assurer une certaine excellence et innovation dans le domaine de la recherche scientifique. Et donc, à partir de cela, on avait cette curiosité de venir travailler sur la recherche scientifique et l'apport de l'IA à la recherche scientifique. Alors, l'apport de l'intelligence artificielle est indéniable, il faut le reconnaître, c'est quelque chose qui nous effraie à la limite. Et le professeur Bouguermouh, sincèrement, c'est comme toute chose qui est nouvelle, on a peur de l'approcher, mais il faut l'utiliser. Donc l'intelligence artificielle, d'abord, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Alors, il faut d'abord, à mon avis... définir c'est quoi d'abord, hein? Oui, c'est des systèmes informatiques ou en computing qui permet de résoudre des problématiques en utilisant des équations mathématiques, donc qui dépendent énormément du domaine d'expertise qui utilise l'IA. L'IA est un outil en fait, donc il y a un outil à la disposition de chaque domaine d'expertise, si on est un ingénieur, si on est un médecin, si on est un financier, si on est un géologue. Donc il y a d'abord le spécialiste dans son domaine qui connaît les problématiques, qui connaît les problèmes et qui peut utiliser l'IA pour ses solutions à lui. Alors l'IA, c'est un outil, comme tout outil, on peut l'utiliser sciemment et à bon escient, ou on peut l'utiliser à mauvais escient. Ce qui a peut-être éventuellement effrayé le large public, c'est le rayon d'action ou le potentiel de ces outils aujourd'hui, qui n'est pas un simple outil. Un large éventail, c'est extraordinaire comment on peut l'utiliser partout. Oui, un très large éventail, très grandes implications. Par exemple, en santé, si vous développez un algorithme qui vous aide à faire un diagnostic, si l'algorithme n'est pas bien fait, si on parle de biais, c'est-à-dire, par exemple, va donner un diagnostic, une aide au diagnostic erroné, puisque la décision appartient en dernier recours au corps médical, mais s'il est déployé sur plusieurs CHU, plusieurs hôpitaux utilisés par plusieurs spécialistes ou plusieurs domaines, privés ou étatiques ou publics. Peu importe. L'essentiel, c'est... Vous voyez une large implication. Donc s'il y a éventuellement dans cet algorithme un souci d'exactitude ou autre, ça peut impacter sur une année des centaines, voire des milliers de personnes. Vous savez, simplement, on va se demander, nous, enfin, en tant que simple citoyen, comment les mathématiques, parce qu'on parle d'algorithmes, c'est des calculs, peuvent-ils aider la science qui n'est pas exacte, comme la médecine, par exemple. Hein, on cite seulement ce domaine. Oui, alors c'est un des défis de traduire une problématique de santé, de diagnostic, de traitement, en solutions mathématiques ou algorithmiques. C'est le défi. C'est pour ça que tous ces outils ne sont déployés et utilisés que dans un cadre collaboratif. Donc il y a des mathématiciens, des ingénieurs, des personnes qui ont un doctorat en intelligence artificielle ou des informaticiens qui ont une expertise dans tel ou tel type d'algorithme, qui connaissent les limites, qui connaissent les mathématiques, mais qui partagent leurs connaissances et avec le domaine, les experts dans le domaine de la santé, par exemple. Et là, ils trouvent un moyen d'utiliser ces algorithmes. C'est pour ça que le médecin n'a pas une connaissance extrêmement pointue des mathématiques, des équations différentielles, des matrices, et même, je dirais, les ingénieurs en informatique et autres n'ont
pas nécessairement besoin de connaître le détail des équations mathématiques derrière certains algorithmes, parce que ces algorithmes sont développés, et après on connaît leurs limites dans un usage particulier ou un autre. Donc il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'algorithmes différents, et on peut en créer suivant la tâche qu'on veut faire. Et on n'est pas nécessairement besoin d'être un doctorant en mathématiques pour les utiliser. Il suffit de connaître les... vous savez, on va prendre de façon imagée, on conduit des voitures, on n'est pas nécessairement versé dans la... On n'est pas ingénieur en mécanique. Comment le moteur exactement fonctionne. On connaît les limites, on sait que la voiture va aller à une telle vitesse, on sait qu'on peut freiner, on sait que telle panne... On utilise, mais sans savoir... Vous savez, finalement, il y a beaucoup de gens qui conduisent très bien, mais qui ne savent pas ce qu'il y a sous le capot. Tout à fait. Et comment ça marche. Bon. C'est pour schématiser, hein, c'est pour simplifier un peu, parce que quand on parle d'algorithmes, de mathématiques, et on va vers la médecine, ça paraît un peu bizarre. Mais là, je vais vous proposer juste quelques images que nous avons prises hier au centre, avec bien sûr quelques interviews. Vous-même, vous êtes interviewé dans ce reportage que nous avons réalisé hier en compagnie de Chekiri Eymen. On s'est rendu au centre de recherche en aménagement du territoire. Voilà un peu l'ambiance qui prévalait à l'ouverture de ces journées. La tendance internationale va vers le développement de l'IA et l'usage de l'IA dans plusieurs domaines, l'industrie, la santé, la mobilité, etc. Et donc, je pense que c'est un grand challenge pour nous aujourd'hui. Et donc, l'IA, c'est une nouvelle technologie qui est ouverte à tous. Donc, pourquoi pas aller vers la vulgarisation de l'usage de cet outil technologique dans la recherche scientifique qui, à la base, elle est là pour offrir des solutions qui permettent de contribuer au développement économique du pays. L'objectif en fait de ces 3 journées, justement, de faire une introduction sur l'intelligence artificielle. Quand on parle en fait d'introduction, on parle pour voir un petit peu l'intelligence artificielle et les besoins, et surtout en fait, elle est utilisée dans quel domaine? Et dans tous les domaines, en fait, là où l'intelligence artificielle devient de plus en plus intéressante, devient de plus, en plus, c'est pas vital, mais importante. Très importante même. Et du coup, nous, on est là justement pour essayer de développer beaucoup plus par rapport à moi, en fait, beaucoup plus sur la partie technique, l'utilisation, introduction, les outils, les plateformes, mais aussi voir comment on peut adapter cette technologie au thème de recherche ici au CRAT. On appelle la médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'on peut poser un diagnostic, exemple le cancer, un diagnostic. Le même diagnostic pour 2 personnes, le traitement n'est pas le même, ce qu'on appelle le traitement ciblé, parce qu'on se base essentiellement sur ce qu'on appelle tout ce qui est biologique et tout ce qui est génomique. Donc on va au détail de la personne. Donc c'est pour cette raison que cette IA, ces applications d'IA peuvent donner beaucoup de choses, surtout en matière de prévention et en matière de prédiction. Vous savez bien que l'IA, elle demande beaucoup de données, ce qu'on appelle les big data, parce que l'intelligence, c'est vrai, elle est artificielle parce qu'elle se base sur des algorithmes qui traitent une masse de données. Je donne un exemple pour prédire un cancer en matière de radiologie. Donc on a cancer du sein par exemple, on a beaucoup de clichés, ça va y aller jusqu'à des millions pour ne pas dire des milliards, et que cette intelligence peut travailler et peut détecter prématurément un diagnostic. C'est vrai, on en parle beaucoup depuis le Large Language Model qui sont apparus publiquement en 2022 à peu près. Donc ça a démocratisé, c'est une excellente chose que les gens, la population, en Algérie aussi, en Algérie on utilise des outils d'LLM qui sont publics, mais aussi que les scientifiques, les médecins s'intéressent à la possibilité d'utiliser ces outils. Pour moi, c'est des outils comme on utilise un scanner pour faire des images pour le diagnostic, comme on utilise les analyses de laboratoire pour faire des diagnostics. On peut utiliser l'IA et des algorithmes, je vais parler plus d'algorithmes,
Leur intérêt, c'est qu'elle permet d'interroger énormément de data, ce qu'un humain ne peut pas forcément. On peut pas. Imaginez que vous puissiez voir 1 milliard de télévision en même temps, les programmes d'1 milliard. C'est humainement impossible. Un algorithme peut le faire, peut détecter des patterns, ce qu'on dit, des tendances, des associations entre différents événements, des différents styles de vie et des maladies, différents traits génétiques et des maladies. Donc, peut détecter des prédispositions, peut aider au monitoring, au suivi des patients qui ont des maladies chroniques. L'IA peut avoir des biais. Donc l'IA utilise des datas antérieures. Si on ne sélectionne pas bien ce type de data, si on peut préconiser un traitement ou une conduite thérapeutique qui n'est pas appropriée. Donc il peut y avoir la vie du patient qui peut être mise en danger. Donc ça, ce sont des biais de recrutement. Il faut qu'elles soient entraînées sur des datas, par exemple pour l'Algérie, sur tout le territoire national, ou aussi une telle pathologie qu'elle regroupe le plus de cas possibles, ou une diversité. Je veux dire, il y a différents types de biais, mais il y a des moyens de les corriger, de les prévenir. C'est pour ça que j'insiste aussi sur, ça doit être, le développement de l'IA n'est pas une boîte magique, c'est une collaboration. Ce sont des équipes qui collaborent, des spécialistes en algorithmes, en mathématiques, en informatique, des domaines experts comme les médecins ou le corps médical ou les spécialistes, tout dépend où elle est déployée, et aussi le patient ou le sujet pour qui il doit comprendre son utilisation, doit comprendre son utilité, doit comprendre ses dangers. Comme vous expliquez à un patient qui va faire une chirurgie, vous lui expliquez qu'il y a un risque que la chirurgie ne se passe pas bien, mais le bénéfice est plus grand. Donc, mais le patient doit faire un choix éclairé. Il connaît les avantages, les inconvénients et décide. L'IA, maintenant, elle joue un rôle axial et primordial dans notre vie et dans le futur de la vie de l'être humain maintenant, de l'humanité. Et on remarque c'est un point d'inflexion dans le développement et aussi dans la dangerosité et dans ce qui est dans tous les aspects de la vie et des pays. Et c'est pourquoi qu'il faut qu'il y ait plusieurs séminaires, plusieurs études sur ces aspects et ces aspects. Voilà, il y a plusieurs dangers, bien sûr. Ça a été classifié par plusieurs instituts et parmi eux, c'est aussi, on peut pas, si on ne sait pas ce qu'elle fait, on n'est pas immunis contre ces dangers. Ont disparu. Mais alors, là, c'est un peu quelques propos des gens, des participants, vous-même, vous l'avez dit. C'est bien, on a étayé un peu, on a parlé de cette intelligence artificielle et de ces domaines d'application, mais comme vous supervisez un workshop, un atelier thématique, quelle est la thématique que vous allez développer dans votre atelier ? Alors dans mon atelier, donc, les participantes viennent de diverses origines, particulièrement des centres de recherche ici à Constantine, CRBT et d'autres qui sont connus en Constantine et en Algérie. Et alors l'idée initiale, c'était de faire une introduction, de parler des différents algorithmes, différents types de leurs applications en santé, des biais, de la régulation, mais aussi c'est aussi l'occasion pour des participants qui viennent d'organisations différentes, qui forcément ne se rencontrent pas souvent, d'essayer de créer peut-être entre eux des synergies, de voir que finalement
il y a des compétences dans un centre de recherche qui C'est un peu caché, peut-être. Oui, un peu peut-être méconnu, qui a seulement à quelques kilomètres à côté, et donc ces synergies, et je pense que c'était aussi dans l'esprit du CRAT de créer cet espace et cette opportunité pour que les scientifiques, les chercheurs et porteurs de projets se rencontrent, voient qu'il y a des complémentarités, qui peuvent s'entraider sur des bioinformaticiens ou des informaticiens qui peuvent aider d'autres personnes qui travaillent sur des problématiques en biologie ou en traitement, ou des épidémiologistes au CHU de Constantine qui voudraient modéliser ou prévenir ou des maladies. C'est vrai que le service épidémio travaille un peu avec les mathématiques, les chiffres, parce que nous on l'a constaté durant le corona. Oui. Oui. Corona, il y avait beaucoup de données, il fallait les transmettre, je sais pas, mais il travaillait avec beaucoup de calculs et des matrices. Et là, c'est là où on sent l'utilité et la bonne utilisation de cette intelligence artificielle au service de la médecine, notamment dans le cadre préventif. Tout à fait. Oui. Voilà. Ça, c'est l'un des domaines. Les autres ateliers, Raja Ferghani? Alors, les autres ateliers sont axés sur introduire d'abord les outils qu'on puisse utiliser en tant que chercheur, tels que les outils de programmation comme le Python, d'autres outils d'analyse, de simulation, etc. C'est un petit peu technique, mais ça aide beaucoup parce qu'avec l'évolution de l'intelligence artificielle, il ne faut pas s'effrayer. On ne va pas faire de la pure programmation, comme disait Dr Bouguelmoui tout à l'heure. Mais en fait, il faut juste savoir comment décrire sa problématique à cet outil intelligent, et après, il va nous aider à arriver au résultat, à faire des diagnostics, à faire des analyses, des statistiques, etc. Et parfois même d'interprétation. Voilà. Par exemple, dans votre domaine, l'aménagement du territoire. Tout à fait. C'est quelle utilisation pratique? Comme par exemple, le docteur tout à l'heure était en train de l'expliquer, qui travaille avec des gens du domaine biotechnologique ou médical, etc. Par exemple, nous, comment on interagit avec ces chercheurs? On produit de la cartographie. Donc automatiquement, il y en a la cartographie épidémiologique, il y a cartographie de santé. En fait, il y a tout un projet qui est la carte de santé en Algérie. Donc, eux, ils vont produire la donnée statistique peut-être, etc. Et nous, on va en fait convertir cette donnée à une cartographie qui permette de contribuer à l'aménagement du secteur à travers tout le territoire. Donc c'est ça, ce genre de synergie qu'on va créer. C'est cet échange qui était recherché et qui est là. Oui. Alors, nous en sommes à la deuxième journée. Je sais que vous allez encore animer conférences, workshops, ateliers, mais moi, personnellement, je voudrais quelques questions surtout sur cette intelligence artificielle et son éventail d'utilisation. On l'a dit, il est extrêmement large, mais est-ce que, puisque ça se perd un peu, c'est beaucoup, est-ce qu'on va s'y perdre un peu et peut-être ne pas savoir l'utiliser à bon escient? Alors, moi, personnellement... On peut ne pas être d'accord. Oui. Non, c'est tout à fait... Il faut toujours être conscient du risque et de la mal-utilisation intentionnée ou non intentionnelle d'un outil. Il faut toujours être conscient de ça, et c'est pour ça qu'un travail collaboratif permet d'échanges critiques, d'analyse critique, et quand on est seul sur un projet, on peut se perdre, on peut faire des erreurs sans en avoir conscience. C'est pour ça qu'il y a l'aspect collaboratif avec des experts dans le domaine où on veut déployer cette IA, mais il y a aussi la régulation. Il y a des instances régulatrices comme un État, si vous déployez une IA en santé, vous aurez le ministère de la Santé qui devrait réguler ça ou avoir un droit de regard, donner une autorisation de déploiement dans un CHU ou pas. Il y aura des commissions. Alors, comme tout ça est un peu nouveau, donc il y a tous ces mécanismes de régulation qui sont à mettre en place ou qui existent déjà, ou dont je n'ai pas tout à fait connaissance, mais il y a tout avec
à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie ou le déploiement d'une nouvelle technologie dans la société a un large spectre, une large diffusion, donc ça va souvent vite, le développement va vite et la régulation souvent arrive par la suite pour réguler ça, pour mettre des garde-fous. Et là, c'est les autorités compétentes qui le font ça, ou même des organismes internationaux. L'OMS, par exemple, édite des experts qui se réunissent, réfléchissent de différents pays et de différents domaines et rédigent des guidelines pour dire voilà comment il faut procéder pour développer un outil, pour quel usage. Puis il y a des outils qui ont aussi un coût économique, qui ne sont pas nécessaires, dont on n'a pas besoin nécessairement, dont le développement coûtera plus cher que d'autres solutions. Donc l'IA n'est pas un outil magique pour tout, n'est pas un outil infaillible. C'est pas la perfection. C'est pas la perfection. Même si c'est une machine. C'est une machine qui est à la disposition de l'être humain, de l'expertise humaine, et donc avec son développement, le déploiement de nouvelles... L'IA est apparue, c'est à une large diffusion. Vous savez, en Algérie, en 2019, déjà, il y avait un séminaire qui était organisé à Alger sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, 5 ans après, ce qu'on peut dire qu'en Algérie, on a avancé, parce qu'il y a maintenant, c'est un thème d'étude spécialisé, des études supérieures en intelligence artificielle. Je crois que nous sommes le premier pays africain à avoir instauré. C'est déjà un bond pour l'Algérie. Oui, non, il y a eu c'est excellent. Il y a une prise de conscience à tous les niveaux. Vous mentionnez la nouvelle école qui est nouvelle mettant de plus de 5 ans, je crois, dont la première promotion devrait sortir peut-être cette année ou l'année prochaine. Oui. C'est un acquis, c'est certain. Mais déjà, les instituts ou les écoles supérieures d'informatique en Algérie enseignaient déjà. Ça fait partie de l'enseignement. L'IA est rentrée dans le domaine public à travers les Large Language Models, sans citer le nom des compagnies qui les ont développées. C'est là que c'est rentré dans le domaine que public. Tout le monde avait réalisé qu'on avait ces outils. Mais les spécialistes en informatique et autres les utilisent depuis des dizaines d'années, en aviation, en ingénierie, en finance. Pour eux, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau aussi, c'est la capacité de calcul. Les ordinateurs sont de plus en plus puissants. Oui. Ouais. Ce qu'on a un smartphone dans notre poche, c'était l'équivalent d'un immeuble d'ordinateur il n'y a pas très très longtemps. Ouais, une trentaine d'années, c'était un immeuble. Voilà, pratiquement. Et maintenant, avec un smartphone, il peut faire... C'est vrai que c'est un outil très intelligent. Oui. Et comment l'utiliser ? L'enseignement de l'intelligence artificielle qui devrait se généraliser, on en parlait tout à l'heure, c'est ça ? Oui. En fait, on s'est rendu compte en Algérie très vite du potentiel de l'IA dans plusieurs domaines, mais surtout dans la recherche scientifique et l'enseignement supérieur. Et il faut mentionner que l'Algérie, elle est parmi quelques pays africains qui ont déjà mis en route une stratégie nationale de l'IA, avec par exemple l'Égypte, le Nigeria et le Côte d'Ivoire, on est des pionniers. Voilà. Il faut mentionner aussi d'autres challenges auxquels on fait face. Tout d'abord, la donnée. Et donc, d'où il y a la stratégie aussi nationale de numérisation qui est en train d'être mise en réalité. Et surtout, entre 2025 et 2027, on va avoir beaucoup de textes réglementaires, comme disait Dr Bougalmour, qui vont vraiment être là pour régulariser le domaine. Le challenge aussi, c'est la formation. On doit vraiment former nos étudiants, nos chercheurs à l'usage de l'intelligence artificielle. Donc à partir de l'année prochaine, il y aura le module intelligence artificielle enseigné dans tous les spécialités universitaires à travers le pays. Donc vraiment, on se rend compte de l'impérativité de maîtriser cet outil parce qu'il pourra vraiment contribuer à aider au développement de la recherche scientifique et automatiquement donc apporter des solutions, contribuer au développement économique du pays, parce que c'est pas juste la recherche scientifique, c'est tous les domaines en relation avec... Voilà, donc on déploie ça au niveau des universités, donc on aura des ingénieurs plus compétents qui vont travailler dans plusieurs domaines, donc industrie, mobilité, santé, etc. Et donc ici, on arrive à se rattraper
sur ça, on va rattraper pas mal d'années de retard par rapport à d'autres pays pionniers dans le domaine. Professeur, sincèrement, comment vous voyez l'avenir en Algérie de l'intelligence artificielle? Parce qu'on voit que les mécanismes sont là, parce qu'on a besoin quand même d'un regard de quelqu'un de chez nous, mais qui est à l'étranger. Quel regard vous avez? Surtout que vous n'êtes pas tout le temps ici en Algérie. Donc, quand vous venez, là, peut-être dans le CRAT, quel sentiment, quel bilan, quelle évaluation vous faites? Alors, si très modestement, parce que j'observe les choses, il y a un engouement, il y a un intérêt à tous les niveaux, du citoyen aux plus hautes sphères de l'État, il y a une prise de conscience que l'intelligence artificielle peut nous permettre de gagner du temps, de sauter des étapes dans notre développement, et nous avons les ressources nécessaires. Nous avons les ressources humaines. C'est surtout ça. Oui, on mentionnait l'être humain, c'est l'essentiel. On mentionnait les différentes écoles supérieures d'informatique, les différentes même écoles de mathématiques, d'écoles d'intelligence artificielle, tous les scientifiques algériens qui ont été formés depuis l'indépendance en informatique et autres. Mais c'est aussi quelque chose que tous les citoyens et citoyennes algériennes doivent prendre en main. C'est-à-dire c'est à nous, société civile aussi, à nous organiser, d'adhérer, d'utiliser. Et puis, bon, je vais parler plus spécifiquement du corps médical, le corps aussi enseignant et autres, tout le corps de la santé en Algérie. C'est un appel de prendre à bras le corps ces outils, de les utiliser, de créer de la data pour pouvoir, des données pour pouvoir les utiliser, d'accélérer la numérisation du dossier médical, de collaborer entre secteur privé et secteur public. Il y a énormément de données qui sont dans le secteur privé aussi. Oui, c'est vrai. La plupart des médecins sont des cabinards, hein, donc même s'il y a un service public. Par exemple, on parlait de la radiologie. Oui. Mentionner la radiologie a été un des premiers à bénéficier des outils d'IA parce que les algorithmes en imagerie étaient développés. Et c'est là que, par exemple, les premiers logiciels qui ont été approuvés à l'étranger et tout étaient surtout et jusqu'à présent dans l'imagerie. Et quand on achète un scanner, une IRM, il y a une IA embarquée qui vient avec pour aider au diagnostic, mais qui est entraînée par exemple avec des datas qui ne sont pas algériennes, elles viennent de compagnies étrangères. Alors il y a moyen aussi d'entraîner des IA en Algérie sur des datas algériennes. Et ça c'est important d'augmenter. Donc il y a un réel appel pour de voir le bénéfice qu'on peut avoir pour le bénéfice du citoyen. C'est vrai que ça aide énormément dans la manière de prendre en charge certaines pathologies, même voir le cancer, qui peut être détecté à l'avance. Comme le disait notre ami professeur Bossoff, c'est que ça peut aider à une prise en charge de certaines maladies rapidement, peut-être même détectées grâce à ces algorithmes. Donc on peut le faire avec des données bien spécifiques à l'Algérie. Oui, et puis on n'est pas obligé aussi d'investir énormément pour avoir un impact sur la santé important. On parlait ça ne demande pas beaucoup Par exemple, on peut créer un large language model qui peut servir pour la prévention au niveau national. Vous avez une application sur un smartphone qui vous rappelle de vous faire vacciner, qui vous rappelle si vous avez un certain type de symptômes d'aller consulter parce que ça peut être un risque d'un problème cardiaque. Si vous avez un enfant en bas âge, si il y a une tempête de sable qui arrive et que vous êtes asthmatique, vous pouvez recevoir une alerte en disant dans les prochaines 48 heures il y aura une tempête de sable, essayez de rester à la maison, sinon vous risquez de faire une crise d'asthme, des choses comme ça. Je veux dire, il peut y avoir, et c'est des impacts sur la santé qui sont importants, très importants. Ça peut paraître banal, ça peut être quelque chose, une petite alerte, mais en termes médicaux et surtout en termes de prise en charge, ça coûte beaucoup moins cher. Et puis vous pouvez avoir des systèmes experts, qu'on appelle des systèmes experts d'aide au diagnostic. Vous êtes jeune médecin formé, et puis vous êtes déployé dans une
région un peu éloignée d'Algérie, où vous ne connaissez pas exactement les pathologies qu'il y a là, où vous êtes on va dire simplement, je déménage, par exemple, je vais m'installer à Béchar. Oui. Il y a un environnement spécial. Bon, et avec l'intelligence artificielle et les algorithmes, je peux savoir que, par exemple, il y a un plus grand facteur de risque de telle maladie plutôt que d'autres. Par exemple, de prise en charge ou un algorithme, comment prendre en charge devant telle ou telle situation. Et surtout, voilà, faire face C'est-à-dire l'algorithme va concentrer une expertise humaine, une expérience de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, la mettre à la disposition de quelqu'un qui est jeune, novice. C'est une aide, et c'est une aide qu'il a en permanence, qui peut interroger à 2h du matin, 3h du matin. Oui. Qui ne dort pas, une aide qui ne dort pas. Et ça, c'est un avantage énorme. Ouais, je crois que c'est quand même c'est très intéressant, mais bon, je sais que vous avez un atelier à animer et je sais que je dois vous libérer. Donc, comment peut-on conclure les deux? Alors, on va commencer par Madame. Alors, tout d'abord, à travers cet événement, on cherche vraiment à créer une tradition d'organiser ce genre de workshop qui réunissent les chercheurs, les experts pour aller au-delà de l'initiation à l'IA, mais plutôt essayer de carrément trouver des solutions de problématiques auxquelles on fait face. Il faut aussi, comment dirais-je, appeler à avoir une certaine conscience de cette opportunité qui nous est offerte, et surtout avec le retour d'expertise, avec nos experts, nos chercheurs scientifiques de l'étranger. C'est une chance en or qu'il faut tirer profit, voilà. Et donc j'invite tous les étudiants, tous les chercheurs à essayer un petit peu de piocher dans ce domaine, voilà, et donc aussi faire partie de nos prochains événements sur l'IA, nos prochains workshops au niveau du CRAT, Inch'Allah. Professeur Bougarmoua. Bien, je vous remercie encore pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie sincèrement parce que, bon, on n'a pas l'occasion de vous voir tout le temps, mais ça me fait vraiment plaisir de vous avoir eu ce matin sur le... C'est l'occasion pour moi aussi de remercier publiquement le directeur du CRA, professeur Benabès, et toute l'équipe qui a organisé, docteur Ferghani, pour l'invitation et l'organisation de ce workshop qui est vraiment... qui nous permet de discuter, qui nous permet aussi d'avoir confiance en nous, de voir les potentialités qu'il y a et d'avoir confiance dans nos compétences, en l'intérieur de l'Algérie, à l'extérieur de l'Algérie, et de voir qu'on peut faire et réaliser énormément de choses. Et je le dis vraiment sans démagogie aucune, c'est pas ma nature, on sent que c'est sincère, que ce que vous dites est basé sur un constat visuel, et puis ce que vous avez vu, c'est vrai qu'on a quand même le potentiel humain, c'est le plus important, je pense. Il faut aller de l'avant. Allez, on va aller de l'avant. Merci beaucoup, professeur Bougarmoua. Je rappelle que vous êtes vraiment un grand spécialiste dans le domaine de l'intelligence artificielle et de ses applications, notamment dans le domaine médical. Et c'est très bien que les médecins s'intéressent à vos travaux et viennent aussi. Merci à Raja Ferghani. Merci à vous. Je remercie aussi le CRAT parce qu'il nous offre l'opportunité de parler de cette intelligence artificielle. Vous savez, moi, je n'ai pas grand-chose à vous offrir, sinon peut-être une belle chanson sur Constantine. Vous aimez le Malouf? Énormément. D'ailleurs, j'ai toujours un grand plaisir à revenir à Constantine et l'accueil chaleureux. Un de ces jours, on vous invitera à une de nos soirées, que l'on fait comme ça me fera plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. Allez, je vous offre une chanson sur Constantine, chantée par Abbas Véry. يا قسنطينة يا فيزة بالزين يا قسنطينة يا مانا 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 يا قسنطينة حسين عقل والزين والتبسيمة يا مريزي ديك العقيدة الشي طلعني ديك العقيدة يا
يصبر قلبي على الحبيبة يا عزيزي وين نصيبك إذا توحشتك وين نصيبك يا عزيزي وين نصيبك نبعث لك مرسول يجي ويجيب يا عزيزي جالسين الله دوم هناكم يا مانا 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 دوم هناكم والفرح يكمل والقلوب معاك يا عزيزي يا قسنطينة يا فايزة بالزين يا قسنطينة يا مانا 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 يا قسنطينة حرمة وزين حاجب وعوينة يا عزيزي شي صبركم حيا وعشي يا عزيزي قبل ما نمشي وشي صبركم وعلى وحشي يا عزيزي يا مالت والليل والليل عس يا مالت يا عزيزي Voilà, un peu de Malouf pour se requinquer tôt le matin. Et on va parler de football. Je vous disais, c'est vrai que dans le Bonjour d'Algérie, on n'a pas l'habitude de parler de football, mais bon, l'événement vaut quand même la peine. Ce n'est pas tous les jours que l'on a un grand jubilé à Constantine, surtout quand il fait ressortir deux grandes figures du football constantinois, dans deux générations différentes. Et ben, le jubilé va mettre d'abord, va revenir sur la carrière d'un grand bonhomme. Moi, je dis bonhomme parce qu'il fallait le voir jouer. Hein. Moi, je l'ai vu jouer. J'ai eu de la chance. J'ai quelques souvenirs. J'étais jeune à l'époque, mais Rachid Traïn, c'est un grand monsieur. Et puis, suivi par Samir Benkenida, qui est venu pratiquement juste dans la foulée. Hein. C'était pratiquement la fin de la carrière. Rachid, voilà, c'est ça. C'est ça. Je ne me trompe pas. C'est ça, c'est ça. L'acte, elle est quand même... Non, on n'a pas joué ensemble. Pas joué ensemble, là. Mais on a joué dans la même équipe. Moi, j'étais minime. Au CMC, 78. Lui, il était senior. 78, 119. Où j'ai Samir, ça va. Ça va, Ismaïl. Depuis. Bonjour à vous, bonjour à voilà. tout le monde. C'est un plaisir de recevoir des amis d'abord. Et puis, revenir. Bon, certains vont me dire, Samir, c'est vrai que j'ai un peu disparu un peu des. Pas d'équipe, ben, ça fait longtemps m'a entraîné. J'ai quitté le milieu, ça fait un bout de temps. Ouais. J'ai quitté le milieu sportif. Je suis plus dans. Je suis les matchs dans la télévision, c'est tout. Comme simple supporter de football. Simple admirateur du football. Très bien. Alors, pourquoi l'organisation d'un jubilé? Pourquoi on va choisir Rachid Traïn et vous-même?
Bon, premièrement, Rachid Khaïn, c'est mon frère. C'est mon grand frère. C'est notre grand frère à tous. Moi, on a un petit peu une relation importante. Et nous avons pensé à la jeunesse algérienne. On est en train de suivre de temps en temps quelques matchs qui sont. Il y a beaucoup de soucis dans les terrains algériens. Donc, j'ai pensé, moi et Rachid, moi en représentant le CSI et Rachid en représentant le MOC, on pouvait mettre notre patte dans la situation de l'unf. C'est vrai que c'est avant tout un appel à la non-violence. D'ailleurs, Sismaïn, on a fait appel à tout le monde, à toute l'Algérie, et on a donné le nom Fraternité au jubilé. Jubilé, je pense que c'est le premier en Algérie, un jubilé jumelé. Kenida Samir qui représente le CSI et Rachid Khaïn qui représente le MOC. Et nous avons choisi aussi le centre, la majorité d'invités du Mouloudia d'Alger et l'USMA Alger, le derby algérois. Et on a choisi à l'ouest aussi le Mouloudia d'Oro et l'Azm. Très bien. C'est ça pour donner un très bon exemple à la jeunesse algérienne, que le football, ça sert uniquement pour le sport. Ça, c'est le premier point. Nous avons choisi la date historique. Du 8 mai. Le 8 mai 45, l'histoire de Galma Kharrata, Sitif, les 45 000. J'ai dit c'est grâce à ces 45 000 et d'autres shahids que nous sommes là en train de discuter. C'est très important. Ça, c'est très important. Ah oui. Et ça, c'est important. Ça, c'est vrai. C'est important. Nous n'avons pas d'autres pays. Voilà, c'est notre pays. Et le meilleur hommage que l'on puisse rendre à ces gens qui se sont sacrifiés, c'est justement d'organiser ce genre d'événement. Ce qui est bien, c'est que les derbys de l'Ouest, du centre et de l'Est, mais dans un... Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir au programme des rencontres? Ce que j'ai aimé aussi, c'est quand même le match pour les autistes, pour les enfants. Là, ça, c'est le plus important. J'allais aborder le sujet. Le point le plus important, c'est pas les autistes, c'est les trisomiques. Les trisomiques, pardon. Voilà, j'ai choisi les trisomiques parce qu'on avait déjà une expérience avec eux. J'ai fait déjà ce genre d'événement un certain temps. Les trisomiques, ils étaient très contents. Et je remercie le directeur de la DAS et les cadres de la DAS qui m'ont très bien accueilli. Ils m'ont offert les trisomiques avec leurs cadres. Et nous allons les prendre en charge pendant l'Hada. Et moi, le premier point qui m'a émerveillé dans tout ça, parce que c'est moi qui ai fait le programme. C'est bien, non, mais c'est vrai que c'est un programme. Je suis très content par les trisomiques. Pourquoi ? Parce que j'ai un enfant dysphasique. Oui. Dysphasique, c'est quoi? C'est un petit retard mental. Donc, je sais que c'est quoi un enfant malade. Mais quand on a un enfant, on sait ce que c'est un enfant qui a aux besoins spécifiques. Exactement. C'est ça. Je sais. Voilà, que je rencontre. Mon adorable enfant. Et c'est bien que vous avez pensé à organiser un match. Ce n'est pas la première fois, mais de le mettre dans le cadre du programme de ce jubilé. Voilà. Vous avez invité les anciens. Oui. J'ai vu la liste, elle était tellement grande que... Importante. Oui. Importante. Nous avons plusieurs générations. Et d'assister des gloires. Oui. Il y a des gens qui se sont excusés. La Ghalb d'Orof, qui a des empêchements. Mais aussi, il y a quelques-uns d'Alger d'Orof. C'est juste pour... Nous avons Salah Assad. Nous avons Fergani peut-être. Inch'Allah. Nous allons régler son problème de billet d'avion aujourd'hui. Ali Fergani. Nous avons Eril Mzian. Nous avons Rida Matem. Il fait partie d'Alger. Rida aussi, Stéphane. Il est Alger, il est plus assis. Nous avons Rida. Nous avons Eid Mouhoub. Nous avons Abrouk. Nous avons Selmi Djilali. Sierbi. C'est les grands stars d'Alem Mustafa. Le monument du football. Oui. Nous avons les deux Bouiches. MC JSK, Kadri, l'ancien gardien du Mouloudia. Abdelnour Kawa. Non, je suis en train de parler Alger. Fodil Mgharia. Fodil, oui. يعني يسمحونا نسيناهم. Je ne peux pas citer tout le monde. Oui, c'est vrai. Nous avons Drid Nasreddin, Chérif Louzani, Sbah Ben Yagoub, Ben Youssef Boudkhil, Lebah Rizqi. Nous avons le président de l'association amateur du MCO. Mais c'est bien d'avoir. Nous avons le secrétaire général qui m'a beaucoup aidé à Oran,
Abdellaoui. Abdellaoui, oui. Abdellaoui Miftah Ditihi. C'est mon ami, mon frère. Nous avons le grand star, l'Akhdar Belloumi. Oui, oui. Chaban Marskani s'est excusé. Ben Saoula s'est excusé. Ils ont des empêchements. Mais nous avons Gemri Redouane. Eh oui, qu'on a perdu de vue. بالخطوات الهواري. بالخطوات, oui. Nous avons aussi Gemri. Gemri. Ça fait, c'est des noms quand même qui ont bercé le football algérien. Boukar Mustafa. Ouais, durant les années 80. Surtout, c'est de grands noms. Alors, il va y avoir le premier match, ça va être le match. Les trisomiques. Non, nous avons l'ouverture. Nous avons l'ouverture. À 14h, normalement, ça va se passer par l'Ouali. Inch'Allah. L'Ouali que nous remercions vivement, ainsi que le directeur de la jeunesse et des sports. Ils nous ont beaucoup aidés dans cet événement et pour la réussite de cet événement. Et nous aussi, on voudrait la réussite. La réussite, cela passe par un nombre public que vous invitez. Alors, Inch'Allah. Vous avez invité tout le monde et le public constantinois. Parce que tout le monde, on a ici, Constantine, puisque vous avez abordé les Constantinois, les sélections Constantine, nous avons invité 70 bonhommes, 35 sélections de Constantine, MOC, 35 personnes, 30 sélections Constantine. C'est important, c'est important. Ce qui est bien, c'est de réunir la famille du football constantinois avec, bien sûr, les footballeurs de l'équipe nationale ou les anciens internationaux ou ceux qui ont fait vibrer les galeries des fans. Parce qu'il y a beaucoup. L'Algérie, on aime le football. La Boulankarou, c'est le sport roi. C'est dans le sang. Voilà. Je sais que mes amis, les sports mais c'est le sport roi. De toute façon, moi, j'étais nageur avant d'être footballeur. J'ai fait la natation. En 73, j'ai commencé ma carrière en natation. C'est ce qui explique les allées et venues le milieu de terrain infatigable. C'est peut-être la natation. Oui, ma spécialité, c'était le 1500 en nage libre. Et c'était le fond. Voilà, quand on est un sportif, on est un sportif complet, on fait tous les... Oui. Et l'objectif, bon, bien sûr, mais il y a un objectif. L'objectif numéro 1, c'est de démontrer à la jeunesse algérienne que le sport, ça sert uniquement pour le sport, c'est pour l'amitié, la fraternité entre tout Algériens. Nous sommes tous dans le même pied d'égalité. Soit le Mouloudia d'Alger, soit le CSI, soit le Mouloudia d'Oran, soit... C'est juste pour donner un très bon exemple à la jeunesse algérienne. C'est-à-dire, lorsque je dis la jeunesse algérienne, je parle des supporters d'aujourd'hui qui sont en train de temps en temps, qui passent à côté de la plaque. Ça sert à mauvais comportement. C'est vrai, il y a de voilà, ça sert à rien du tout. C'est de mauvais comportement et surtout ça c'est un appel. Je ne voudrais pas annoncer ce mot, le mauvais comportement, c'est des jeunes, mais il faut apprendre que le sport c'est le sport. Oui. C'est une amitié, c'est une fraternité. Regarde, nous avons joué ensemble il y a 40 ans, il y a 30 ans, nous sommes des amis à ce jour. C'est ça le meilleur exemple. Même si vous avez, même s'il y avait la rivalité sportive, c'est une rivalité sportive qui est tout à fait normale. Dans un cadre bien limité, bien déterminé. Ouais. C'est un point pour moi c'est un point essentiel et important et déterminant pour la jeunesse algérienne aujourd'hui. Il faut dire que ça ne sortait pas du terrain. Exactement. De la rivalité, bien sûr. La rivalité, ça reste c'est la concurrence sportive. Dans le terrain, dans le cadre sportif. La preuve, c'est 40 ans après, vous êtes tous des amis. Moi, ce jour, j'ai des frères à Oran, j'ai des frères à Alger, j'ai des frères partout. Nous avons joué une carrière, nous avons terminé. Actuellement, nous sommes des grands-pères. Donc, on donne des exemples. Et c'est ça. Moi, je suis grand-père, je suis 3 fois grand-père. Donc, je donne le meilleur. Ça ne se voit pas, ça, mais non. Ça se voit pas. Oui. J'ai 2 enfants mariés. J'ai mon fils Abdelraouf, le plus grand, il est prothésiste dentaire, il est marié, il a un enfant. Et j'ai ma fille Ryan, elle a 2 enfants. Et quand même, le temps passe vite. Et j'ai le grand Nounou. Le Nounou, c'est l'infatigable Nounou. Tout le monde. Qui va être le chef du jubilé. Ah, bien sûr, le chef d'orchestre. Ah oui, c'est le chef d'orchestre. Et d'ailleurs, c'est le chef de Rachid Khaïn et Rabat Abouha. Et Rachid Khaïn. N'en parlons pas de Hafayed ou Ben Abdoun. C'est le chef Taham. Ah, c'est leur patron. Samir, peut-être que si vous avez un message à annoncer, parce que ça va être jeudi, 8 mai, on rappelle, à 14h au stade Shahid Hamlaoui,
Alors, toute la population, Méchir de Constantine, mais des environs, marhaba Bien bihom. sûr, Il faut bien dire sûr. l'entrée est gratuite, Oui. bien sûr, tout le monde est invité. Justement, on a bien pensé pour l'entrée. On a fait l'entrée gratuite pour faciliter la tâche aux gens qui veulent venir au stade Hamlaoui. L'événement commence à 14h, le premier match trisomique à 15h, le deuxième match, le troisième match des sélections algérois et oranais, 16h et 17h. Nous invitons tout le monde. Tout le monde est invité au stade, l'entrée est gratuite. Soyez nombreux. Oui, il faut être nombreux. Et soyez nombreux. Et nous allons fêter ça. Inch'Allah. Et je suis très content pour Constantine qui va honorer, qui va donner l'exemple à toute l'Algérie. Peut-être que ça va être le premier jubilé en Algérie. Peut-être la prochaine fois, nous allons être invités par un autre club ou un autre Inch'Allah. joueur. Non, deux clubs, par exemple, ça serait bien qu'il y ait un jubilé USMA CRB Je ou préfère, MCA, voilà. je ne sais pas, préfère, oui. JSK, ASMO, Mouloudia Peut-être c'est Doran. un point de départ. Inch'Allah, c'est bien point de de donner départ, des idées. Inch'Allah. للخير ان شاء الله الجزائر تاعنا نحبوها. Inch'Allah, Inch'Allah. Les موكيس تاع لا ريجي قالوا لكم قموح ما يجيش ولا يجي؟ كموح اللي لا. هاي Il est déjà là, il est déjà là. Son chef, il l'a invité. Ben oui, bien sûr. Et d'ailleurs, Il est convoqué, il n'est lui a pas ramené un invité. cadeau. Ah oui, bien sûr. Rabah Gamouh, il a ramené un cadeau à Nounou. Non. C'est- Malgré que Nounou, il est clubiste. Hein. Ah oui. mais dans le jubilé, il n'y a plus de bokistes, il n'y a plus de clivistes. Je Il y a sais, des je sportifs, il y a des footballeurs. لا صحاب الموق قاموح رشيد خاين طاهر بن عبدون فندي عبد الحفيظ لو باترون تاعهم سي نونو. Nounou. Eh ben, نحييو Nounou, ce qui est très Voilà. gentil. Voilà, peut-être un dernier mot avant de nous quitter, Samir. على كل حال je remercie les gens qui nous aident. C'est le jubilé très important, le jubilé difficile خويا اسماعيل. والله لا regarde ma voix. J'ai perdu Déjà, la voix. rahat la voix. Alors, je sais Nous sommes dans la fin des préparatifs. Je remercie tous les gens qui nous ont apporté. Ah oui, il faut le l'aide. remercier les gens qui vous ont entouré parce que Là, il faut dire. j'allais parler un point déterminant. Nous avons installé une commission à leur tête. M. Abdelouaheb Suissi qui a fait président MOC, président Suissi. C'est Abdelouaheb Et nous avons installé des commissions. Et j'allais porter chapeau aux deux présidents MOC CSI, des anciens joueurs, M. Ali Slimani et Lossef Abdelrahman, CSI. Et nous avons Barrahla Moussa, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont ouvert les portes, toutes les portes. يعني سهلوا لي في المهام. C'est vrai que l'association des anciens joueurs. Et nous avons du beaucoup de MOC, commissions. C'est les commissions de la DGS. Je remercie le directeur de la DGS qui nous a beaucoup aidé. Il nous a offert les cadres de la DGS. Et la salle de réunion, nous travaillons à la DGS depuis les débuts. حتى اليوم الحاضر مازال نخدموا. Est-ce que c'est le point de départ pour d'autres festivités, d'autres tournois? Parce que là, on sent il y a une mobilisation. Vous avez réussi à mobiliser tout ce monde. Ben, ça serait bien qu'à la fin, qu'il y ait des projets, d'autres peut-être, même les chaînes. Nous avons un autre point aussi que je remercie les investisseurs de Constantine. Ouais. Où on a discuté, j'ai discuté avec... Les sponsors, ben, il faut les Non, remercier. bien j'ai sûr. discuté avec le DAS et avec les investisseurs. Peut-être qu'après le jubilé, nous sommes en train de discuter de créer une association pour les trisomiques. C'est-à-dire, les trisomiques à l'âge de 18 ans, ils sortent des écoles pédagogiques. C'est vrai, ça c'est vrai. Nous sommes en train de penser, après la sortie des trisomiques, nous pouvons les aider ou bien apporter une assistance à ces jeunes. Au moins pour l'insertion sociale et dans le monde du travail, parce qu'il faut rappeler que les Nous sommes voilà. nous sommes en pleine discussion, on a discuté. Il m'a proposé le DAS de créer une association. Et j'ai discuté avec les investisseurs, ils sont d'accord pour ça. Je ne sais pas, après le jubilé, on va se reposer un petit peu et on va discuter lentement. Et avec des points précis sur le côté. Peut-être qu'on va créer une association, peut-être. Ce n'est pas encore officiel, mais... Là, Inch'Allah, il faut y croire. Il faut y croire. Ben, du moment qu'il y a la bonne volonté, on remercie M. Dhemi, qui est le directeur de l'action sociale, pour ses efforts, mais il peut continuer à faire des efforts. Samir, on vous souhaite bon courage pour le jubilé. On remercie bien sûr tout ce que vous faites comme travail, l'équipe qui est avec vous.
Rachid Khaïn, malheureusement, n'a pas pu venir parce qu'il est un peu fatigué. Il se repose un peu pour le jubilé jeudi. Donc, rendez-vous jeudi 14h, Stade Chahid Hamlaoui. Soyez nombreux. Marhaba bikoum, Galkoum Samir, et on va essayer. Moi aussi, je vous remercie infiniment pour votre invitation. C'est important aussi de médiatiser, d'informer les gens sur notre programme. Barakallahu fikum, Khouya Ismaïl. Barakallahu fikum à la télévision algérienne, constantinoise en particulier. Constantinoise. Inch'Allah, c'est la télévision algérienne, Inch'Allah. On essaiera d'être présent pour ce grand jubilé, où Inch'Allah, ça va bien se dérouler. Je n'en doute pas, il va y avoir une grande fête. Les retrouvailles, je sais que c'est toujours avec beaucoup d'émotion pour avoir vécu quelques jubilés. Je sais que quand les anciens joueurs se retrouvent, c'est une ambiance extraordinaire. Il faut juste mettre la caméra et filmer. نتمنى ان شاء الله خويا مصطفى كويسي يحضر معنا الى يترافاي من نتمنى ان شاء الله يكون ليبر. لا يجي ويجي ان شاء الله. يجي دوك نحيولوا لا كونفوكاسيون ما يخدمش في التلفزيون باش يجي. فوالا نتمناو الحضور تاعو ان شاء الله. ان شاء الله. Voilà, merci Samir Ben Knida qui est l'organisateur du jubilé, double jubilé, Rachid Khaïn et Ben Knida Samir. C'est tout à l'honneur du sport et du football constantinois qui sera à l'honneur le 8 mai. N'oubliez pas le rendez-vous jeudi 14h au Stade Chahid Hamlaoui. Eh bien, j'espère que les gens vont ramener les banderoles, vont venir en famille, vont venir assister à cette fête du football constantinois. On va juste transiter vers pour parler du 8 mai, parce qu'on va rester dans le cadre commémoratif et on va recevoir M. Mokrani, qui est journaliste à Mila et qui a écrit un livre sur les événements du 8 mai 1945, mais dans la wilaya de Mila. On va écouter Tayyar Asfara de Bekekchi El Khayr pour juste le temps de recevoir. Merci Samir, on vous souhaite bon courage. Merci Khouya Ismaïl. ونحس
Shuhada avec cette belle interprétation de Tayara Safra, interprétée par Bekekchi El-Khayr, et qui nous permet de transiter vers les événements du 8 mai 1945. Bien sûr, on parle toujours de Sétif, Guelma, Kharrata, mais le 8 mai 1945 a été un peu partout en Algérie, et l'autorité coloniale à l'époque a caché beaucoup d'événements, et c'est pour ça que des livres comme ça que l'on découvre, moi j'ai découvert, même s'il est daté de quelques années, je découvre de nouveaux livres qui étaient cachés sur des faits comme ce que nous raconte Mohamed Sadr Mokrani. Eh bien, c'était à Fedj Mzala. D'abord, marhaba bik, merci d'être là. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous aussi. Le plaisir est pour nous. D'abord, vous êtes journaliste, le président de l'association des journalistes de Milan. Voilà, ça c'est pour... Et le 8 mai 1945, votre livre, il date quand même de quelques années. Ça fait 2000. 2000, ça fait maintenant 25 ans. Alors je vais le montrer parce que le 8 mai 1945, mais à Fedj Mzala. Alors que s'est-il passé exactement? Voilà, Fedj Mzala, c'était la commune mixte. Déjà, c'est une commune qui se trouve déjà dans la wilaya de Mila. Sa surface, à l'époque, c'est 1/30 de la surface de la France. Déjà, c'est une commune vaste. Donc, elle est constituée avec des communes comme Tassaden Haddada, Minar Zarza, Derrahi Bouslah et le chef-lieu de Ferjoua maintenant. Donc, comme vous savez, la région de Fedj Mzala à l'époque, donc les douars, c'était des douars limitrophes à la wilaya de Sétif. Donc, on connaît que le 8 mai 1945 a connu à Sétif, Kharrata également. Et comment il s'est transmis à la wilaya de Mila, c'est-à-dire il y a des douars limitrophes comme Tassaden, comme Zarza, comme l'Ayadi Berbès, c'est des douars limitrophes à la wilaya de Sétif. Et comme ça, que c'est-à-dire les manifestations ont déplacé dans la wilaya de Mila, c'est-à-dire à travers un certain marchand de bétail qui s'appelait Hmoud Ahmed. Ce marchand de bétail, c'est lui qui a été assisté le 8 mai 1945 à Sétif, c'est lui qui est venu transmettre le message, les nouvelles, le message à ces populations. Et comme ça, le 9 mai, la matinée, les gens du douar de Tassaden, de Minar Zarza, de l'Ayadi Berbès ont pris des haches, des bâtons, c'est-à-dire il n'y avait pas de fusils, il n'y avait pas de... Bon, mais c'était pas beaucoup plus une marche pacifique, c'était une marche revendicative. Voilà. Et ils étaient près de 2000 manifestants. Voilà. 2000 manifestants, c'est à Fedj Mzala. Donc la chronologie, c'était le début, c'était dans les douars, dans les communes. Ah d'accord, dans les petits douars. Après, c'est monté à Fedj Mzala. Mais le grand génocide, c'était dans ces douars-là, douars de Tassaden Haddada, les Minar Zarza, et aussi l'Ayadi Berbès sont devenus maintenant, c'est des APC en plein exercice maintenant, depuis 1984. Avant, c'était des douars qui appartenaient à la commune mixte de Fedj Mzala. D'accord. Voilà. Alors là, bien sûr, on retrouve dans votre livre quelques passages pris dans la dépêche de Constantine de l'époque, qui relataient les faits du 9 au 10. Oui, parce que avant d'écrire ce livre, parce que le premier livre qui relate les événements du 8 mai 1945 en Algérie, c'est le livre d'un certain Eugène Vallée. Eugène Vallée, c'est un colon très connu à cette époque, comme le Jules Lanchard, comme Maurice Faure, etc. C'est lui qui a écrit le premier livre en 1948 et qui a parlé de ces événements à travers l'Algérie. Et parmi ces événements, à Fedj Mzala. Moi, pour écrire ce livre, donc comment dire... C'est le détonateur, on va dire. C'est celui qui a éveillé votre curiosité pour aller chercher à Fedj Mzala. Voilà. Après, c'était la dépêche de Constantine. Après, c'était des témoignages. J'ai filmé des gens qui ont assisté à cet événement, déjà avant d'écrire ce livre.
C'est-à-dire, à la base. D'accord. C'est des témoignages. Ah ben oui, c'est des témoignages. Il y avait Bien encore sûr, des c'est des survivants. témoignages que c'est-à-dire j'ai fait comment on dit, je l'ai filmé, j'ai enregistré, et à partir de ces enregistrements, j'ai fait ce livre. C'est-à-dire c'est un travail de, comment on dit, d'une année de travail. C'est-à-dire depuis 1999. Alors, ça vous a pris quand même une année de travail pour voilà. faire ce livre. Et c'était le premier livre déjà qui relate ces événements. C'est-à-dire c'est le premier livre qui va... Déjà, si on parlait des génocides qui sont Ah oui, c'est un massacre, il faut le dire. C'était deux génocides. Un génocide Ben Lebrouj, un autre génocide Ras el-Merj. Donc, il y avait 172 martyrs, à peu près 300 prisonniers. Déjà c'est beaucoup. C'est important pour une petite localité, bien sûr. Voilà. En termes de pourcentage de la population, ça va être très important. Voilà. Plus de ça, il y a 13 prisonniers qui ont pris la prison depuis 1945 jusqu'à 1962. Il y a déjà 13 personnes qui ont... Ils ont été emprisonnés de 1945 à 1962. Voilà. Ça, je ne le savais pas. 13. Là, donc ils sont cités ici. Ils sont cités là dans le livre du deuxième livre. Ah, dans le deux. Bon, je vous donne vos livres comme ça. Ça, c'est mon premier livre. Bon, déjà, c'est un premier livre. Après mon dernier livre, ça, c'est mon dernier livre. Ça, c'est le dernier. Le dernier, j'ai relaté aussi des effets qui parlaient de ces événements-là. Okay, donc, voilà, c'est le troisième livre. C'est-à-dire, c'est un livre... c'est un livre qui relate un peu la vie de la localité de Jemzala, tout au long de l'histoire. Bon, je vais montrer, vous savez aussi, le dernier qui est aussi le Muqawama, min bidayat al-Muqawa ila al-Thawra. Donc ça veut dire, Jemzala, l'histoire combattante jusqu'à la révolution. Voilà. Là, j'ai parlé aussi des événements. Voilà. Je vais vous les montrer. D'accord. Ok. C'est juste pour montrer votre dernier livre. Voilà. Alors, et là, il y a les 13 personnes qui ont été emprisonnées de 1945 à 1962. Ça, c'est des photos. J'ai mis des photos aussi. D'accord. Voilà. On va voir si Ismaël peut les montrer. Voilà. C'est des photos des prisonniers. Très bien. Très bien. Ça c'est quand même important de revenir sur ces événements et sur ce qui s'est passé, surtout que, sincèrement, les livres ne relatent que les 3-4 points. Le dernier livre de Kamal Ben Yaïch aussi, c'était lui qui avait relevé qu'il y avait tous les douars, toutes les localités autour de Sétif qui avaient été aussi saccagées, massacrées, il y a eu beaucoup de crimes, mais malheureusement on ne retient que les points de Sétif, Khrata et Guelma. Et pour cette raison que j'ai écrit ces livres. Voilà. Parce que pour lever le voile sur... Moi, je suis intéressé, je suis passionné de l'histoire locale. C'est-à-dire, il faut écrire l'histoire. Ça commence comme ça. Hein. Voilà. Vous savez, l'histoire, c'est chacun relate les faits de sa petite localité, de sa région, de sa ville, et puis après, on assemble et ça fait des encyclopédies sur toute l'histoire de l'Algérie. Parce que c'est-à-dire باش نهتموا بالhistoire c'est-à-dire il faut écrire l'histoire de notre localité. Donc moi je suis pas formé en histoire, j'ai d'autres formations, mais je suis passionné de l'histoire. C'est-à-dire mon premier livre هذا الكتاب c'est-à-dire اعتمدت عليه dès le début sur premièrement des témoignages des gens qui ont vécu. C'est la première des choses. Deuxièmement, les écrits français, c'est-à-dire comme Eugène Vallée, etc. Troisièmement, la dépêche de Constantine. Et quatrièmement, j'ai enregistré ces gens-là. J'ai contacté des gens... Et vous avez toujours des enregistrements. Hein? Ben oui, j'ai toujours les enregistrements. Et jusqu'à maintenant, j'ai des enregistrements depuis 1999. C'est-à-dire tous les enregistrements, il y a des gens qui... هذا par exemple c'est صالح طويل il a fait 17 ans d'emprisonnement.
Ouh là là. 17 سنه فغرور احمد فوزار السعيد il y avait 13 prisonniers, c'est-à-dire 15-13 plus il y a des gens qui ont vécu 10 ans, 17 ans, 15 ans, etc. à Lambèze, à Constantine. En exil, mais bon, اللي ما كانش اكزيلي قاعد في الحبس. قاعد في الحبس باسكو علاش دونك انا كي نحكيو على ليستوار تاعنا ليستوار سي اون سانتيريس با ا نوتر ليستوار يعني انا نقول باللي ستادير لو 8 ماي 45 بون ا سيتيف اخر رطا اغالما C'était des massacres, c'était des génocides. Oui, c'est vrai que le nombre, peut-être que le nombre était très important. Par exemple, à Djidjel, les événements, il y a eu des événements à Annaba, à Constantine. Donc, pourquoi pas ne pas écrire ces histoires? Parce que حنا نهتموا غير يعني غير معليش عندنا قسمتين سيتي في الرطا داكور. Parce que bon, l'importance, pourquoi ces sites, par exemple la Guelma, on a utilisé quand même les fours crématoires, c'est les fours à chaud, où on a mis des cadavres qu'on a brûlés là-bas, et d'une manière horrible. Là, c'est les colons qui montraient un visage. Par exemple, le premier livre de Eugène Vallée, le livre تاعو كيش مسميه le drame algérien, un drame algérien. Lorsque كي تقرا le livre, سميه un drame algérien parce que ماتوا 102 Français. C'est un drame algérien. Alors que nous, on a eu 40, des milliers. Et je crois qu'il y a plus de 45 000. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr. Parce que si on ne relate que cela. Oui. Donc c'est mon premier livre. Donc, après, bon, j'ai fait le deuxième. Le deuxième, c'est. Voilà, c'est le deuxième. Ça, c'est. On va demander à Jamel. Alors, bien sûr, là, c'est. Vous relatez une personnalité de la wilaya de Mila qui est Fed Boussaf, qui a marqué bien sûr l'histoire de l'Algérie combattante. Et là, vous lui rendez hommage dans ce livre. C'est un hommage. Voilà, c'est une contribution. Et puis, là, vous revenez encore dans ce livre sur votre localité qui est Fedjemzala. J'ai parlé aussi de Fedjemzala depuis le 18e siècle. 18e siècle, j'ai parlé des chiours de Fedjemzala, c'est-à-dire Cheikh Bouakaz, etc., le fameux Bouakaz, etc. Donc, j'ai parlé aussi chiours, les 12 chiours de Ouled Bouakaz, parce que هنا تركز شوية على c'est-à-dire واش تكلم Charles Vérou, parce que Charles Vérou, c'est lui qui a relaté les chouyours de la région, qui m'a Bengana, qui m'a Bouakaz à Bsekra, qui m'a Bouakaz à la région, donc les Hamlaoui, etc. Donc, c'est-à-dire, j'ai relaté l'historique de la famille Bouakaz, c'est-à-dire les 12 cheikhs qui ont la région de Fedjemzala. C'est bien que ça permet peut-être d'encourager certaines personnes dans d'autres localités à écrire l'histoire de leur patelin, de leur ville natale, de leur localité, ça serait bien. Bien sûr, parce que d'écrire l'histoire, l'histoire, par exemple, les Français, par exemple, il fait sa biographie, même s'il n'est pas historien. Même s'il n'est pas historien, il fait une biographie, il relate la vie, il relate son expérience, etc., etc. Pourquoi ne pas écrire l'histoire? Le livre, maintenant, il est devenu, c'est-à-dire une référence. Pourquoi? Bien sûr. Parce que même si j'ai des enregistrements, تاع لي جون هادو اللي حكم 17 سنه انا في 99 نهز الكاميرا ونمشي في الجبال. C'est-à-dire, je fais des reportages, je parle avec les gens, j'ai enregistré leurs témoignages, et c'était maintenant, c'est des archives maintenant. C'est un archive. هذا اللي اعتمدت عليه باش نكتب الكتاب. Comment vous est venue l'idée d'aller vers هاد الناس كيف لقيتهم à l'époque? Moi, je suis pas un historien. Bon, ça... je suis quelqu'un intéressé, passionné de l'histoire. Ça, c'est. Je suis très passionné de l'histoire. Déjà, le fait que j'écris déjà en arabe, je suis journaliste. Oui. Donc, ça m'a permis de faire des livres, de faire des investigations. Bon, مرة كنت في القهوة c'est-à-dire باش نفهمك الفكرة. بقينا نحكيو معاه سمعنا نحكي دي جون يقول لك باللي كان لي زيفينمون في لا ريجون اكسيتيرا.
J'ai posé la question هذاك قلت له كيفاش هاد قال لي فوالا كاينه. دونك بديت انا جو مانتيريس بالعقل. دونك قريت لو ليفر تاع اوجين فالي هذا اللي يحكي على لي زيفينمون تاع 8 ماي 45 اون الجيري. اي ابري بديت نحب بديت ندير اون انفستيغاسيون جوست اون دو شيرشي لي جون هادو اللي شاركوا شكون هما اكسيتيرا ولي نبحث عليهم نوصل ليهم صدير. Et petit à petit, j'ai fait des enregistrements, j'ai fait des témoignages. En fait, je me suis penché à écrire ce livre-là. Et est-ce que ça a été difficile de transcrire les interviews Hado en images? Non, non, non. Déjà, le fait bien sûr, quand on est journaliste, c'est plus facile d'écrire. Voilà. حاجة الأولى شوف أنا premièrement الشيء اللي لمسها يعني هذه للتاريخ يعني الناس هذو كان يزتي فيرج. J'étais vierge يعني عمرهم ما حكاو عمرهم n'ont jamais raconté ce jamais حتى كي تحكي معاه تقول له عمي صالح واش صرا يقول لك يحكي لك واش كاين يعطيها لك ستادير سون ديتور يعني يعطيها لك افيك اون بريسيز. تعاود بديت انا بلي جون اللي حكموا 17 كيما صالح طويل احمد الجماعه بزاف لي جون اللي حكموا اون غروند بان ستادير. ومن بعد بديت نهبط بلي بان 5 ans 10 ans etc. J'ai enregistré tout le monde. Et ce qui racontait, quand même, passer 17 ans de 45 à 62 en prison, donc ils n'ont pas vu la guerre de libération, ils étaient emprisonnés déjà. Comment ils ont vécu de l'intérieur ce qui se passait au dehors? والله شوف ما كنتش على بالهم ندير qu'est-ce qui se passe. D'accord. C'est-à-dire عمي صلاح الله يرحمه كي حكيت معاه يقول لي كي خرجت جي تروفي ان اوتر موند. J'ai trouvé un autre monde. خرج 62 il a trouvé un autre monde, il a trouvé l'Algérie indépendante, l'Algérie كذا كذا. Parce qu'il voulait, hein, parce que هو خرج باش mais il a dû attendre 17 ans en prison. Voilà. Donc mais ça serait bien de raconter ces 17 années de prison si كان عندك les témoignages, ça c'est كاين des témoignages il faudra نجيو نسرقوهم لك يظهر. معليش انا نعطيهم لا تلفزيون يا با دو سوسي. Bien sûr parce que ça il y a des témoignages. Donc انا des témoignages نعطيهم la radio, نعطيهم la télévision. J'ai fait des reportages, pas mal de reportages sur ces événements-là, avec des chaînes. Oui, bien sûr, des chaînes de télévision. Donc à la radio aussi. Donc, c'est-à-dire, chaque fois, lui revient. Et révèle d'autres trucs. Voilà. Il faut rappeler quand même qu'on parle d'un événement qui a 80 ans. Voilà. 80 سنة. 80 سنة يعني لو كان ومازالوا يخرجوا دي فيغيتي مازالوا يخرجوا دي في. شوف لو 845 حنا ما استغليناش في اتون ستادير لي تيمونياج هادو كان استغليناهم اتون كان عندنا ستادير اون غروند سيرفاس d'investigation de travail etc. Mais déjà l'année 2000, c'est-à-dire... Bah oui, il y a 25 ans quand même, c'était 55e anniversaire. Non, 45. Et c'est... Donc, le livre, le dernier livre, j'ai ajouté c'est-à-dire, même j'ai fait des listes, hein, des martyrs, des prisonniers, chaque APC, chaque localité. Chaque localité. Donc, il y a 4 localités qui ont connu les événements de 8 mai. Il y a Minar Zarza, اللي كان دوار زرزة، تسدن حدادة اللي كان دوار تسدن، الروسية اللي كان maintenant c'est la commune l'Ayadi Berbès, et Fedjemzala. Fedjemzala, c'est-à-dire les événements ils ont commencé à partir, comme j'ai dit, à partir de la région nord-ouest de la wilaya de Milan, à travers Tessedin Haddada Zarza. Le soir, le 9 mai, la soirée, les manifestants de la commune de Fedjemzala, ils ont attaqué la poste, ils ont attaqué le bourg administratif. Le bourg administratif, les gourous, comme on dit. Bon, ça c'est autre chose. Ils ont attaqué ces deux bâtisses françaises. Bâtisses coloniales. Donc, voilà, ils ont tué un certain Bez, Ahmed el-Bez, un certain Ahmed el-Bez, al-Khattabi. Voilà. Donc, nous ne parlons pas des résultats de ces événements. Parce que les événements, qui ont 9 morts, 9 victimes, 6 hommes, 2 femmes et un garçon.
au sein des Français. Parce que واش attaquaو في الوقت هذاك attaquaو اوبيراسيون في الدواور واش attaquaو les maisons forestières. Il y avait 2 maisons forestières, un Sattah et une autre à Tamantout. Ils ont attaqué 2 maisons forestières. Après, c'est la pression totale. C'est les tortures, c'est les massacres, c'est les viols, c'est-à-dire c'est les génocides, etc. C'est qu'il y a quand même, 80 ans après, il y a encore des révélations, il y a encore des faits qui n'ont pas été relatés, qui n'ont pas été écrits. Ben, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de livres, beaucoup d'écrits. Ben, on arrive un peu à la fin de l'émission. Moqrani Mohamed Sadek, je ne sais pas si... Comment peut-on conclure, yani, sincèrement والله شوف سي اسماعيل نقول لك شوف الهيستوار انا واش حاب الميساج الميساج اللي نعطيه خاصه يعني لي جون اللوكاليتي البلديات il faut écrire يعني il faut inciter les gens à écrire l'histoire. L'histoire ما تسناش حتى واحد من وهران يجي من برا يكتب لك l'histoire ديالك. C'est-à-dire l'histoire, chaque ville, chaque intellectuel, chaque chercheur doit écrire. Par exemple, maintenant, je suis en train de travailler sur les ulama. يعني العلماء تاع كل بلديه. C'est-à-dire نعرفوا باللي جمعيه علماء المسلمين ما كانش بلديه، ما كانش امام قرا معاه في بن باديس، ما كانش امام قرا. هذا في كل بلديه عندنا كنز. حنا نعرفوا غير باغ اكزومبل معليش نعرفوا بن باديس، نعرفوا الابراهيميين، نعرفوا مي il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. تروح لكل بلديه كاين واحد زوج. دونك انا شو ان تران دو ترافاي دون سو كوتي لا بور اكرير على الاقل علماء المناطق، علماء البلديات تاع ولايه ميلا، اي كوم سا نخليو هذاك الارشيف لولادنا ولي جينيراسيون فيتور. Voilà. En tout cas, Mohamed Sadek Moqrani, je vous remercie beaucoup parce que d'abord pour nous avoir éclairé sur ces événements dans une localité que l'on ne connaissait pas, puis surtout de révéler qu'il y a eu des gens qui étaient emprisonnés de 1945 à 1962. C'est important de rendre hommage à ces personnes. Wallah yarham shuhada. Merci de nous avoir permis de parler aussi des massacres du 8 mai 1945 et de relater et de revenir sur cette journée de la mémoire qui est le 8 mai de chaque année. Inch'Allah, rendez-vous donc jeudi pour tout rendre hommage à tous ces milliers de martyrs, Rabbi yarhamhum, des massacres du 8 mai, mais aussi à tous les chouhada de la révolution algérienne. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir fait le déplacement, hein, Mohamed Sadek, de Mila jusqu'à ici. J'espère qu'on vous recevra sur d'autres plateaux, mais pour parler d'autres choses, d'autres événements, Inch'Allah, quand vous terminerez votre livre sur les ulama, marhaba bik. Et puis voilà, ça me permet de vous dire, de vous souhaiter une excellente journée. Inch'Allah, on se retrouvera mardi prochain pour un autre bonjour d'Algérie. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end et merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés ce matin. Allez, au revoir.